journaux qui, eux, sont saturés de publicité. Subsiste pourtant un trou dans les finances du Canard, ou plus exactement dans celle de son premier rédacteur en chef, Victor Snell. Genevois d'origine, Snell avait connu dans sa jeunesse Mussolini, à cette époque socialiste révolutionnaire, réfugié en Suisse. Un jour, Mussolini, fauché, emprunte 20 francs à Snell. Il ne les lui rendit jamais. Alors, chaque fois que Mussolini, devenu le Duce, vociférait des revendications exigeant Nice, la Corse, la Savoie, Snell lui faisait un petit article dans le Canard pour lui glisser « D'accord, mon vieux, d'accord, on vous donnera tout ça, mais rendez-moi d'abord mes 20 francs. » Petit jeu. De qui, de quand sont ces lignes? Nous en avons marre. Il faut bien le dire, tout le monde est d'accord là-dessus, on a assez ri. Nous en avons marre de voir toujours les mêmes candidats aux plus somptueuses fonctions, et les mêmes derrière tous les scandales. Nous en avons marre de surprendre des gens qui se disent de gauche, occupés seulement à en mettre à gauche. Nous en avons marre des dossiers qui se perdent et des chèques qui se barrent tout seuls. Nous en avons marre des bras droits de ministres dont la main se tend trop facilement. Nous en avons marre de constater qu'on se fout de nous. On s'y croirait. 60 ans plus tard, on n'a toujours pas fini d'en avoir marre. L'une des spécialités du Canard, c'est la manchette, formule à l'emporte-pièce, qui figure sous le titre ou bien à côté des deux petits personnages qui représentent la pérennité du Canard. La manchette, c'est un rituel hebdomadaire qui est un peu plus complexe qu'il n'y paraît quand on la lit, parce que c'est vrai qu'une bonne manchette, elle doit se lire du premier coup, et le contenu doit en apparaître tout de suite. Mais avant d'arriver à ça, c'est parfois très très long, et il y a des séances mémorables et parfois compliquées. L'impératif, le premier, c'est puisqu'on sort le mercredi et que le journal est donc fait le mardi, c'est d'avoir la même actualité et la même fraîcheur qu'un quotidien du mercredi, et en plus une fraîcheur qui doit durer toute la semaine puisqu'on est hebdomadaire, donc on ne doit pas avoir un titre qui est périmé le mercredi soir. La seconde chose, c'est que même si c'est le meilleur des jeux de mots, il doit reposer sur des faits et des faits avérés. Il y a une formule mémorable de Fressoz qui, quand il avait quelques colères tout aussi mémorables, on l'entendait de temps en temps hurler « Des faits, nom de Dieu, des faits, nom de Dieu !» Et c'est vrai que les faits, c'est vraiment important. Certaines manchettes sont mémorables. Parfois, elles se recoupent, se répondent d'une époque à l'autre, quand l'actualité repasse les plats. En 1934, c'est l'affaire Stavisky. Cet affairiste de haut vol, longtemps confident et protégé de ministre, en sait long. Au moment même où la police va l'arrêter, on annonce qu'il s'est logé une balle dans la tête. Le Canard ricane. Stavisky se suicide d'un coup de revolver qui lui a été tiré à bout portant. 30 ans plus tard, sous De Gaulle, le scénario se reproduit pour Figon, un comparse de l'affaire Ben Barka, qui lui aussi en savait trop. Le Canard n'a plus qu'à bisser sa manchette. Figon s'est suicidé d'un coup de revolver qui lui a été tiré à bout portant. La page sur laquelle beaucoup se précipitent en priorité, c'est la page 2. Il y a des pages glorieuses, puisqu'il y en a une qui a provoqué la baisse de Wall Street, parce qu'on rapportait les propos de Mitterrand, des propos extrêmement pessimistes sur la guerre du Golfe. Et la sanction, ça a été une baisse des actions à Wall Street. On a été très fiers, je dois dire. La page 2, celle de la mare au canard, presque immuable dans sa présentation depuis les débuts du journal. Elle promène le lecteur dans les coulisses, dans les recoins, les arrière-plans de la politique, dans le monde cynique et pittoresque des petites phrases, des petits secrets, des petites anecdotes. Mitterrand, il est entouré, heureusement aussi, par beaucoup de gens qui sont bavards. Il voit beaucoup de monde, les visiteurs, les journalistes, et il y a énormément d'informations qui ont filtré, de phrases vachardes, même assassines, qu'on a reproduites. Sur Fabius, par exemple, qui était son premier ministre préféré, il disait qu'il n'avait pas beaucoup souffert. C'était avant l'affaire du sang contaminé, et qu'il n'aimait que lui-même, Fabius, ce qui n'était pas tout à fait gentil. Sur les socialistes, il disait que les députés, il aurait préféré
les épiciers, parce qu'au moins les épiciers, ils savaient compter. Et donc jamais aucune réprimande de Mitterrand, de quelque sorte que ce soit, jamais un démenti, jamais rien, sauf à 2 reprises. La première, c'était l'affaire du gaz. Alors le Canard s'était caricaturé lui-même en disant dans la série des grandes enquêtes du Canard, le Mitterrand paie son gaz en retard. Et alors là, ça a déclenché une affaire d'État. Tata Mitterrand est montée au créneau, a téléphoné, exigeant un démenti, un rectificatif. Elle nous a fait parvenir toutes les factures de gaz sur plusieurs mois, etc., etc. On a rectifié en ce moment, bien sûr. La seconde, elle est toute proche. C'était à l'occasion d'une remise de décoration à l'Élysée. Mitterrand affectionne particulièrement l'exercice. Il apprend par cœur la vie des futurs décorés et il le récite. Et il fait vraiment un grand effet parmi l'assistance. Et là, après avoir remis 8 décorations, il en remet la 9e et il a un trou. L'énorme trou, il bafouille. On raconte ça dans le Canard en disant qu'il a un trou de mémoire, simplement parce que ça nous paraissait marrant. Et alors Mitterrand est dans une colère noire, il convoque plusieurs personnes, il leur demande de rechercher combien il a remis de décorations depuis qu'il est à l'Élysée. Et il demande, enfin pas de rectifier, mais enfin il nous fait connaître son mécontentement. Alors le chiffre est arrivé, il est de 1034 décorations. Donc il trouvait que c'était vraiment absolument répugnant de notre part d'avoir fait part d'un incident alors que les 1033e autres s'étaient déroulés correctement. La page 2 apporte des éclairages, donne des clés. Il y a souvent plus à pêcher dans la mare au Canard que dans le vaste océan des éditoriaux de journaux très sérieux. La mare au Canard est depuis longtemps le jardin de Nicolas Brimaud et de Michel Gaillard, devenu en 1992 directeur du journal après le départ d'André Riboud. Mais il y a parfois des moments difficiles. Il y a, par exemple, la mort elle-même du président Pompidou, puisqu'elle est intervenue, elle a été annoncée le mardi après le bouclage du journal, et que la première mare commençait par, c'est dur à rappeler, j'ai les moyens de les emmerder longtemps. Et c'était une phrase que Pompidou avait prononcée à la sortie du Conseil des ministres, du dernier Conseil des ministres, parce qu'il avait vu ses ministres l'observaient encore plus qu'à l'accoutumée, voir la progression de la maladie, quand il lui avait serré la main et il lui avait pris le pouls en même temps. D'où la phrase qu'il avait dit, je crois, à Jaubert, enfin à plusieurs personnes, et 6 jours plus tard, il était mort. Mais nous, on est sortis avec cette phrase alors qu'il était mort aussi, et pendant un moment, bon, ça a été un peu difficile. C'est ce qu'on appelle les mardis noirs du Canard. Ainsi, le Canard a complètement raté la manifestation du 6 février 1934 qui faillit renverser la Troisième République. La révolte du 13 mai 58 à Alger qui emporte la 4e. Si la 5e République doit trépasser un jour, le Canard souhaite sûrement que ce ne soit pas un mardi après-midi. Delors pas chaud pour aller à la présidentielle. Il faut que je classe ma collection de timbres. Depuis que je suis en âge de voir lire des journaux autour de moi, il y avait le Canard enchaîné. Et le Canard enchaîné représentait d'abord une espèce d'extraordinaire machine à désamorcer l'esprit de sérieux qui a un petit peu trop tendance à nous envahir quand nous parlons de politique, à casser les jeux. Ça, c'est un des intérêts du Canard enchaîné. C'est, je crois, sans doute ce qui fait contraste dans le Canard entre d'un côté une forme qui casse le jeu et de l'autre un contenu qui est un contenu extrêmement sérieux puisque l'information est sérieuse. Procédons par élimination. Ça ne peut pas être Chaban. Le Canard n'a pas une âme de contrôleur des impôts, mais ses publications permettent de mettre en lumière quelques-unes des iniquités du système fiscal. La première célébrissime, c'est la feuille d'impôt de Chaban-Delmas, qui était Premier ministre à l'époque, et ça a montré qu'on pouvait ne plus payer d'impôts du tout, grâce à tout à fait la loi qui était celle de l'avoir fiscal. Ainsi, pendant les 4 ans où il préside l'Assemblée nationale, Chaban ne paie aucun impôt sur le revenu. Grâce à l'avoir fiscal, c'est même le fisc qui lui doit de l'argent, argent qui lui sera toujours refusé, malgré son insistance à le réclamer. On nous accusait d'avoir été informés par Giscard, par Poniatowski et tout. Alors ce qui est assez drôle, c'est que ça continue parfois à apparaître dans les commentaires que
Giscard avait voulu démolir Chaban-Delmas comme ça. Or, c'est faux. On a publié nous-mêmes le nom de l'informateur avec son accord, d'ailleurs, dans la presse. Et c'était l'un des deux frères Degas qui avait eu maille à partir avec les impôts et qui, disons, voulait se protéger en nous remettant les moyens de faire connaître à la population que Chaban-Delmas ne payait pas d'impôts pendant 4 ans. Et je vais vous raconter une petite histoire. C'est qu'un jour, un parlementaire, lorsque Chaban-Delmas n'était plus Premier ministre, est allé en Chine pour préparer le voyage de Chaban-Delmas, qui, à titre privé, voulait aller en Chine. Et il en parlait à Chou En-lai, qui était le second de Mao Tse-tung. Et Chou En-lai a dit « Ah, Chaban-Delmas, c'est lui qui ne paie pas d'impôts. » À la même époque, le Canard découvre que Chirac, grâce à des dégrèvements et subventions des Beaux-Arts, a pu s'offrir un château qui ne lui coûte pas trop cher. C'est Château Chirac. À plusieurs journalistes, il expliquera longtemps qu'il s'agit seulement d'une modeste bâtisse ne possédant qu'8 fenêtres. Il avait dû confondre avec les communs. On a eu, il y a eu la célébrissime aussi feuille d'impôt de Giscard, qui, à mon avis, était intéressante, surtout par la multiplicité de ses sources de revenus, et notamment ces déficits fonciers agricoles, qui nous a bien amusés. Et quelques revenus boursiers. Il y a eu aussi Marcel Dassault, Marcel Dassault. Ah, lui, c'est intéressant, enfin, je crois, parce que bon, chacun sait que c'était l'un des hommes les plus riches de France. Il était toujours dans les premiers au hit parade des fortunes. Et quand on l'a publié, je crois que c'est le seul, à mon souvenir, qui a eu cette réaction très positive et très sport. C'est qu'il est passé, je crois, quelques jours après ou le lendemain même à RTL. Il a dit, ben, avec sa petite voix nasillarde, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je peux rien d'abord. Et ensuite, ben, les gens verront que je paye des impôts. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Le Canard enchaîné révèle que vos revenus se sont élevés en 1978 à 2,4 milliards de centimes. Oh, j'en sais rien pour vous dire la vérité. Mais si c'est marqué sur la feuille d'impôt, c'est que c'est vrai. Si c'est pas marqué sur la feuille d'impôt, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle dit, cette feuille d'impôt? Eh bien, cette feuille d'impôt dit que vos revenus sont l'équivalent du salaire annuel de 1090 personnes payées au SMIC. Oui, eh bien, ce sont des choses qui arrivent. Quant au milliardaire Lafleur, député, homme le plus riche de Nouvelle-Calédonie, son impôt égalait 0. La loi autorise la publication du chiffre du revenu imposable, mais pas celui de l'impôt, sous peine d'être condamné à payer une amende égale au triple de cet impôt. Avec Lafleur, le Canard a pris résolument le risque. Pas mal. 45% en 2 ans. Alors que les ouvriers, ils n'ont même pas touché 4,5%. C'est 10 fois plus que les ouvriers. Le Canard mettait moins l'accent sur le montant du salaire de Calvet, de loin l'un des moins payés des grands patrons, que sur la vertigineuse augmentation qu'il venait de s'accorder, surtout qu'au même moment, il refusait une rallonge honorable à ses ouvriers en grève. Je crois qu'il y a quelque part dans le lectorat du Canard des gens qui considèrent que le Canard, ça les venge un peu d'un certain nombre d'injustices. Et la feuille Calvet, c'est ça. C'était un truc qui a fait du bruit parce que ça venait à un moment où ça avait un intérêt social. Déjà en 1933, le Canard avait raconté comment, dans une petite localité, un cheminot situé tout au bas de l'échelle, le lampiste, était un des rares à payer l'impôt sur le revenu auquel échappaient plusieurs gros propriétaires. Le lampiste devint une célébrité nationale. Chaque fois que l'État avait besoin de sous, on disait « Et si on faisait payer le lampiste ?» Le lampiste, ses successeurs, ses semblables, les boucs émissaires des temps modernes, sont les protégés naturels du Canard. Une rubrique spéciale, le couac, leur est consacrée. Le Canard a inventé le blabla et a inventé ce personnage, cette victime exemplaire et populaire qu'est le lampiste. Et Couac, quelque part, en est l'héritier de cette tradition qui consiste à défendre le petit contre les normes. Et compte tenu du fait qu'avec l'évolution de notre société, si les gens n'ont pas très bien compris ce qui leur arrivait souvent, les autres, ceux d'en haut,
savent très bien comment s'y prendre. Je parle des banques, par exemple. C'est pas pour un chèque en bois, on fait vendre une propriété. Enfin, c'est quelque chose d'absolument faramineux. Nous sommes là pour essayer de les défendre. Bon, alors, il arrive très régulièrement que quelques lignes dans le Canard arrivent à débrouiller des situations et quelquefois même à sauver des gens d'une détresse, en tout cas morale, certaine. Aujourd'hui, où je suis un peu plus chenu, je vois mes étudiants de Sciences Po où nous sommes, et qui viennent me voir et qui me disent « Monsieur, j'ai appris quelque chose de scandaleux et j'ai écrit au Canard pour le signaler parce que c'est honteux, c'est pas possible, des choses comme ça. » C'est-à-dire qu'il y a un réflexe, on se tourne vers le Canard enchaîné pour signaler ce qui ne va pas, soit dans un journal, soit dans la vie politique. Et ce réflexe a été acquis depuis tant d'années qu'aucun journal ne peut rivaliser avec ça. Aucun, si vous voulez, ne peut remplir la même fonction. Et puis, il y a aussi la tradition pamphlétaire du Canard, dont la rubrique « Ça n'arrive qu'aux autres » de Bernard Thomas est aujourd'hui l'héritière. La faculté de s'indigner est le premier niveau d'une démarche, la première étape d'une démarche qui ensuite conduit à autre chose, conduit à l'humour. On ne peut pas être indigné toute la journée, sinon on crèverait, hein, les uns les autres. C'est l'une des démarches. Puis ensuite, il y a la tendresse, et puis etc. Le coup de cœur, c'est le cœur, le corathon qui fonctionne au milieu de l'intelligence. En somme, nos rubriques à Morvan, puis j'ose dire à moi maintenant, sont l'intrusion du sentiment à l'intérieur du raisonnement. L'anarchiste est quelqu'un qui rêve de l'utopie, d'un monde meilleur. Tout le monde sait que ça n'arrivera jamais. Enfin, heureusement, parce que les mondes meilleurs sont terribles. Alexandre Bréfort disait, qui est un ancien du Canard, disait cette phrase superbe: quand tu vois quelqu'un qui veut ton bonheur, change de trottoir. Et qu'est-ce que tu as? Je viens de rêver que j'avais inventé le bonheur et tout à coup, il y avait du sang partout. Au Canard, il n'y a jamais eu de star. La seule star du journal, c'est le journal lui-même. Mais le Canard a toujours eu de grandes plumes, ou si l'on préfère, de grandes pattes. On ne peut évidemment les citer tous. Parmi les disparus, Georges Lafouchardière, dit Lafouche, vieille noblesse et vrai anard, d'un anticléricalisme joyeux. Jean Galtier-Boissière, superbe polémiste à panache. Pierre Bénard, journaliste né, style clair, vivant, mordant, efficace. Pierre Châtelain-Taillade, cœur tendre et plume féroce, qui signait aussi Jérôme Gauthier, Clément Ledoux ou Valentine de Coin-Coin. Henri Janson, dont les bons mots n'épargnaient personne et surtout pas ses amis. Janson aimait citer Voltaire. Plus les hommes sont éclairés, plus ils sont libres. Et il ajoutait, le Canard est un appareil d'éclairage. Alexandre Bréfort, dit le grand-père Zig, ancien chauffeur de taxi, grand maître du calembour, dont il a fait l'un des beaux-arts. Sa pièce à succès, Irma la Douce, est sortie d'un conte du Canard. Son humour le suivit jusqu'à la fin. Ah, elle ne sait pas la chance qu'elle a, la piqueuse, d'être du bon côté de la seringue, soupirait Bréfort, déjà mourant, quand son infirmière venait lui faire une piqûre de morphine. Morvan-le-Besque, pamphlétaire vigoureux et généreux, qui lançait chaque semaine son pavé dans la mare. Gabriel Massé, rédacteur en chef jusqu'à sa disparition en 1990, subtil, malicieux, délicieux, c'est lui qui incarna sans doute le plus finement l'esprit et le sourire du Canard. Traîneau, comme rédacteur en chef et directeur entre 1950 et 1970, fut le personnage phare du Canard de cette époque. Et puis, mais lui, sa plume est toujours vivante, et bien vivante et ensoleillée, Yvan Audouard. Yvan est le doyen du Canard. Mais il faut aussi montrer le Benjamin. Ça fait 10 ans que je suis le plus jeune. Donc, je suis, si on veut, le plus jeune, oui. Je suis entré après avoir fait une école de journalisme. Et c'est effectivement pas une procédure très courante. La plupart des journalistes entrent avec de la bouteille, beaucoup d'expérience, une spécialisation. Moi, je suis arrivé comme ça. J'avais plutôt envie de dire que j'ai été recueilli plutôt qu'embauché. C'était bon, j'étais sans doute très gentil, j'apportais le café le matin, mais je ne sais pas si je me suis imposé par mes compétences et mon carnet d'adresse. Un journaliste qui débute, il n'a aucun carnet d'adresse. Donc il y a eu des gens dans cette maison pour me dire, ben voilà, tu vas appeler un tel de ma part, etc. Et qui m'ont donné un bon coup de main. Puis après, bon, je suis resté. Coup de bol. Au Canard, on est à cheval sur quelques principes. On n'aime pas que les collaborateurs soient candidats à des élections politiques. Le Canard y voit comme une entorse à leur indépendance, donc à la sienne. Mais surtout, on est allergique aux décorations.
En 1933, Pierre Cise, un des plus talentueux journalistes du Canard, accepte la Légion d'honneur alors qu'il avait foudroyé de son mépris dans un article cette cohorte de vaniteux qui arborent un ruban. Maréchal prend aussitôt congé de lui. Cise proteste, mais cette ficelle, je ne l'ai pas demandée. Il fallait pas la mériter, riposte Maréchal. Nicht ein Wille befiehlt, denn immer die anderen zu gehorchen haben. Von oben beginnend und ganz unten erst endend. Pendant l'occupation allemande, le Canard connut un long entracte. Son dernier numéro, en juin 40, paraît alors que les Allemands foncent sur Paris. La semaine d'après, c'est Pétain qui arrive à Vichy. Le Canard se saborde. Arrache à ces 4 années de captivité. Libération! Le numéro suivant ne paraîtra que le 5 septembre 1944, aussitôt après la libération de Paris. Entre-temps, Maurice Maréchal est mort, sa veuve, Jeanne Maréchal, prend la relève. Toutefois, entre 1940 et 1944, le Canard aura eu un imitateur amical et un falsificateur abusif. Des Français de Londres publient un numéro pirate intitulé « Le Caneton déchaîné », distribué en France par la Royal Air Force. À son tour, la propagande nazie fait paraître un contre-numéro pirate, appelé aussi « Le Caneton déchaîné ». Il y aura également un Canard libre à Beyrouth, édité par des Français libres. De 1950 à 1970, comme rédacteur en chef puis comme directeur, Traîneau aura été l'homme clé du Canard. C'était une sorte d'athlète complet du journalisme, passionné, inventif, fonceur, infatigable, exigeant, redouté, admiré, sur la brèche, nuit et jour. Roland Bacri, le petit poète, qui est aussi Roro de Baveloued, a un souvenir émerveillé de Traîneau. Au Canard, vraiment, on a une liberté formidable. Je ne connais pas les autres journaux, mais je sais que, par exemple, moi je me souviens un jour, c'était Traîneau qui m'avait appelé en me disant « Regarde, on a reçu 3-4 lettres de lecteurs, ils gueulent contre toi et tout. » Je me suis dit « Ça y est, quoi. » Et je me rappelle que Traîneau m'avait dit, j'ai dit « Bon, mais qu'est-ce qu'on va faire ?» Il me dit « Je m'excuse. » Il m'a dit « Non, tu n'as pas à t'excuser. Nous, on a envoyé une lettre tout de suite aux lecteurs pour leur dire « Il y avait longtemps qu'on se disait qu'un abonné comme vous, ça nuisait à notre image de marque. On est très heureux que vous ayez enfin compris, on va augmenter l'ami Bacri. » Tout d'un coup, je me suis senti tout à fait libéré. La conclusion est totalement imaginaire et poétique. Traîneau était bien trop économe de ses abonnés et des finances du Canard pour les dilapider ainsi. Avec Traîneau, le Canard, qui passe de 4 à 8 pages, prend une autre dimension. Il reste bien entendu un journal satirique et humoristique, mais il devient en outre un grand journal d'information. On ne disait pas encore d'investigation. Il mène des enquêtes approfondies et dérangeantes, débusque les affaires, les scandales. Le Canard est un précurseur, il ouvre la voie dans laquelle ses confrères s'engageront peu à peu. Il y a encore 20 ans ou même 15 ans, c'était lui qui apportait la plupart des affaires au reste de la presse. C'était vraiment lui qui sortait la plupart des dossiers. Et les autres journaux avaient tendance, je dirais, à reprendre. Je pense qu'une affaire, par exemple, comme celle des diamants de Bocassa-Giscard, est une affaire qui est quasiment menée à bout de bras par le Canard. Ces révélations ne vont pas bien sûr sans remous judiciaire, sans procès. Dieu sait si le Canard a parlé de Gaulle et l'a accroché tout au long de son règne, notamment dans la chronique La Cour. De Gaulle avait résolu de ne pas poursuivre le Canard. Et il ne voulait pas le poursuivre. Il a d'ailleurs, sauf erreur, je crois qu'il n'a jamais fait de procès au Canard. De Gaulle trouvait que le Canard, même quand il n'aimait pas tellement ce qu'on racontait, faisait partie du paysage et qu'il ne fallait pas y toucher. De Gaulle n'a jamais fait de procès au Canard. Et dire que le Canard a bien failli en faire un à De Gaulle. Dans le dernier volume de ses mémoires de guerre, publié en 1959, le général classait le Canard enchaîné reparu à la Libération parmi les journaux placés sous la coupe des communistes. C'était totalement faux. Devant ce préjudice porté à sa réputation d'indépendance, le Canard demanda avec insistance à l'auteur de rectifier.
le général consentit, pas de très bonne grâce, à modifier son texte pour les éditions suivantes et le fit savoir au Canard. De plus en plus souvent, dans les procès qui sont faits au Canard, on se trouve dans une situation absolument inextricable. C'est-à-dire que la seule solution pour un journal qui est accusé de diffamation, c'est d'apporter les preuves de la vérité de ce qu'il a dit. C'est d'ailleurs le souhait de tout journaliste. Donc on est poursuivi, on apporte des preuves, des documents, des témoignages, mais souvent des documents. Et alors il se passe quelque chose de diabolique, c'est qu'on nous dit, mais ces documents, d'où vous les sortez, comment vous les avez eus, est-ce que c'est pas un recel de violation du secret, ça vient d'un dossier d'instruction, vous ne devriez pas l'avoir. Comme vous ne devriez pas avoir ces preuves, on les écarte. Donc vous n'avez plus de preuves, donc vous êtes diffamateur. Le Canard, contrairement à ce que l'on croit généralement, a moins de procès que les autres journaux. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ils savent que le Canard enchaîné n'est pas un plaideur très commode. On ne se laisse pas faire. On arrive avec des dossiers solides et l'audience, le procès contradictoire peut et tourne souvent à la confusion de celui qui nous poursuit. Puis par ailleurs, c'est vrai que le Canard enchaîné a cette espèce de caractéristique particulière qui fait qu'un procès contre le Canard, c'est toujours un peu ridicule. Au moment où il y a eu toute l'affaire des diamants, Giscard ne nous avait jamais fait de procès. Giscard n'a pas poursuivi le Canard. En revanche, il a envoyé au charbon ses deux cousins, qui nous ont fait les procès parce qu'on avait expliqué qu'eux aussi avaient reçu des diamants de Bokassa. Alors ce procès a été assez amusant parce que, contrairement à ce qu'on croit, les tribunaux ne nous ont pas dit qu'on avait dit des choses inexactes. On nous a reproché non pas de dire qu'ils avaient reçu des cadeaux parce que c'était vrai, non pas qu'ils étaient hauts fonctionnaires parce que c'était vrai aussi, mais d'avoir l'air de dire que ceci expliquait cela. Et c'est pour ça, uniquement pour ça qu'on a été condamné. Et de façon très, très modeste. C'est la seule issue judiciaire de l'affaire des diamants. Elle n'est pas évidemment à la hauteur de l'affaire, mais enfin, on se contente de ce qu'on a. Le Pen est un procédurier de l'espèce la plus furieuse, donc il nous a fait beaucoup de procès. Le premier, le plus célèbre, ça a été celui de son passé algérien. Il nous en a fait d'ailleurs plusieurs, parce qu'on est revenu sur la question à plusieurs reprises. À chaque fois, il poursuit. Il nous a fait aussi un procès sur... ça, c'était plutôt un procès farce, au moment où le Canard avait publié une photo de lui en train de se déshabiller sur une plage en Nouvelle-Calédonie. Il a d'ailleurs essayé de faire saisir le journal, ce qu'il n'a pas réussi à faire. Il y a eu donc deux procédures croisées, puis finalement, on est allé devant les tribunaux qui lui ont alloué des dommages et intérêts. Il me semble que c'était quelque chose comme 100 000 francs par fesse. Chaque fois, il poursuit, avec un inégal bonheur d'ailleurs, parce que contrairement à ce qu'il essaie de faire croire, il les gagne pas tous. La preuve, c'est que les deux derniers procès qu'il nous a fait, on les a gagnés. D'ailleurs, ça a un peu refroidi ses ardeurs procédurières à l'égard du Canard. Mais le Canard a eu des procès éclatants, comme celui que lui fit en 1961 le ministre des Armées, Pierre Messmer, pour atteinte à l'honneur de l'armée, alors que le Canard avait simplement qualifié certains militaires de brutes épaisses et consternants imbéciles. C'était un procès purement politique. Pour consoler l'armée de la perte imminente de l'Algérie et remonter son moral, on lui livrait le Canard en pâture. Le Canard en Mesmerdé eut les rieurs de son côté, notamment dans la presse étrangère. Il fut condamné à 1000 francs d'amende. C'est à un autre titre plus terrifiant que Messmer mérita la décoration suprême du Canard, la Super Noix d'honneur. La Noix d'honneur est, avec le mur du son, une décoration que le Canard décerne. Quant au pan sur le bec, c'est une taloche qu'il s'administre à lui-même quand il se trompe, ce qui lui arrive. Le Canard enchaîné a eu des ancêtres, on peut lui souhaiter aussi beaucoup de petits-enfants. Il faut savoir que au début du siècle dernier, on peut dire le début, c'est dans les années, avant 1830, Louis-Philippe a été caricaturé par un dessinateur, journaliste qui s'appelait Philippon et qui était dans la veine du Canard. Et ensuite, on verra un tas de dessinateurs caricaturistes s'attaquer au pouvoir, oser s'attaquer au pouvoir. Ce qui n'existait pas avant, n'oublions pas. Peu de journaux utilisent le dessin autant que le Canard enchaîné. Le dessin a l'avantage, indépendamment du sourire que ça apporte, d'être toujours une œuvre originale. Les tout premiers, Gassier, Laforge. Entre les deux guerres, Monnier, Guillac, le père des petits canards, qui encadre le titre.
Père Jacques, Jean Eiffel, KB2. Grove, dont Picasso appréciait les dessins. Après la Libération, César, Grume, Pinozac, Vasquez de Sola, Moisan en Majesté, Lappe qui était toutes les spiègleries du canard. Et puis l'équipe actuelle. Escarot, Cardon, Kerleroux, Cabu, qu'on ne présente pas, Panchaud, Pétillon, Guiraud, Wojniak, Brito, Delambre. Travailler au canard, c'est jeter en quelque sorte une sorte de cri par semaine sur les événements immédiats et d'une façon tout de même, je ne dirais pas d'une façon canard, mais enfin avec un ton tout de même qui convienne à l'anecdote, à l'actualité de la semaine. On sait qu'à un certain moment, au bout de 20 ans ou de 30 ans de métier, tu sais que tu ne changes rien. Tu ne changeras rien, tu ne changes rien. Le monde continue d'être aussi merdique, la violence aussi violente, les guerres aussi guerres, les cons aussi cons. Tu n'as rien changé. Simplement, tu t'es protégé toi-même. Et tu peux vérifier ça auprès de tous les dessinateurs du journal. Ils dessinent pour ne pas être modifiés. Le cabochon, c'est très excitant parce que dans une toute petite surface, on est obligé de mettre beaucoup de choses. Lorsque je serai sous terre, je demande qu'on mette sur la dalle CJ Escarot, roi du cabochon. C'est tout ce que je demande. Balladur, il est venu, oui, simplement, oui. Facile. Il a un visage régulier et ça se passe bien. Il y en a un qui m'a emmerdé depuis qu'il est en politique, c'est Rocard. J'ai jamais réussi à le faire. Et un visage embêtant. Je suis content qu'il soit parti. Hein. Ah, nous regrettons tous le général. Tous. C'était une belle caricature avec tout ce qu'il fallait. Le menton, le nez, tout. Un qui aura compté dans l'histoire du canard, c'est De Gaulle. Le canard le trouve très bien en 1944 quand il arrive, moyennement bien en 1945 quand il gouverne, moins bien quand il se fâche et s'en va en 1946, pas bien du tout quand il veut revenir avec son RPF en 1947. En mai 1958, De Gaulle reprend le pouvoir dans des conditions un peu bousculées. Le canard soupçonne le général de vouloir violenter la République. Il s'en défend hautement. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Mais on peut toujours commencer une carrière de Louis XIV. Le canard s'aperçoit vite des tendances monarchiques et même monarchiques absolues du nouveau propriétaire de l'Élysée, sa superbe, sa majesté, qui ne tolère pas que la plus petite ombre soit faite à son soleil. Alors, le canard inaugure une nouvelle rubrique, la cour. Pendant 565 semaines, André Ribot étant à la plume d'oie et Moisan au pinceau, la cour va raconter dans un style grand siècle les faits et gestes du roi, des courtisans dans leur meilleure posture, des opposants les gonneaux, comme si on était dans les coulisses de Versailles. D'ailleurs, on y est. L'épouse du roi, tante Yvonne, est Madame de Maintenon. Le Premier ministre Debré est Monsieur le Prince. Le président des États généraux est le marquis de Charmant-Delmas, ça lui va si bien, tandis que Mitterrand n'est encore que le comte de Château-Chinon, prétendant au trône. Quant à la télévision dont le roi fait presque sa propriété privée, exclusive, ce sont les étranges lucarnes. Le mot passera dans la langue. Parfois, on voit le roi avec une tête de bombe atomique. C'est sa plus grande fierté d'en avoir doté la France. Ça a marché parce que c'était un travail de journaliste qui était alimenté chaque fois par des informations. À la cour, je faisais, si j'ose dire, le commentaire politique de la semaine, avec quelques anecdotes qui venaient de l'intérieur, qui m'étaient fournies par des informateurs, et c'était très bien. Lorsque De Gaulle veut imposer en force l'élection au suffrage universel du président de la République, directement par référendum, sans passer par le Parlement, le canard juge que le général fait dans le style Napoléon III. En 1961, De Gaulle est menacé par le putsch des généraux d'Alger. Quand après leur échec, il se retrouve en prison à Paris, le canard clôt l'incident sobrement. On lui apportait le mercredi le canard sur son bureau
Et puis, on dit que tante Yvonne, sa femme, le faisait disparaître, qu'il le faisait dans la panière, mais il le réclamait. Il le réclamait pour savoir, il apprenait des anecdotes amusantes sur ses propres ministres. Et bon, je pense qu'il devait aimer également les potins. C'était le cas de Louis XIV, qui était le personnage le mieux informé de toutes les petites histoires de la cour. De Gaulle aussi. Mai 68, la rue s'embrase. Le gouvernement a perdu le contrôle de ses facultés. Il perd même De Gaulle, disparu pendant un jour à Baden-Baden. Et puis, tout rentre dans l'ordre. Sous les pavés, De Gaulle ne voyait pas la plage, mais la chienlit. Un monôme? Non, sire, une révolution! De Gaulle rétablit la situation pour le plus grand profit de son dauphin Pompidou qu'il a à l'œil et qu'il disgracie. La fin approche. De Gaulle, qui a tenté le diable avec un nouveau référendum, ne plaît plus aux Français. Il se renvoie lui-même à Colombey. La Cour ferme sa rubrique pour laisser place à la régence de Pompidou. Elle la rouvre un an plus tard, juste pour le travail du deuil. Le roi est mort. Restera son souvenir. De Gaulle, au fond, aura bien aidé le canard qu'il appelait le volatile. Des têtes de Turcs de cette pointure, de cette envergure, on n'en rencontre pas souvent. Où est-il, le temps où j'avais mon portrait chaque semaine, à chaque page du Canard enchaîné? Les regrets sont mutuels. La coopération avec l'Afrique francophone relève traditionnellement sous la Ve République du domaine réservé du président. Dans cette pénombre propice s'établissent des rapports souvent ténébreux entre les affaires d'État, les affaires de famille et les affaires tout court. Au cours de son premier septennat, Mitterrand nomme un de ses fils, Jean-Christophe, ancien journaliste, au poste de conseiller pour les affaires africaines. Les Africains pleins d'humour ont au fait de surnommer Papa Madi cet heureux promu qui a le fil direct avec Dieu le Père. Papa Madi fait un peu jaser, surtout quand le Canard révèle qu'il est devenu administrateur de la Comilogue, une société industrielle à participation gabonaise avec des capitaux américains qui exploitent une mine de manganèse au Gabon. La confusion des genres est voyante. Papa Madi doit démissionner et sera privé plus tard de toute fonction officielle à l'Élysée. Papa ne me dira plus. Quels que soient les gouvernements ou les présidents, l'Afrique a toujours été une annexe pour les scandales français. Dans ce domaine, aucun des responsables de la 5e n'a laissé sa part au lion. Et ce n'était pas que pour des safaris. Des parachutistes français sautent sur Bangui, capitale de l'Empire centrafricain, et renversent le potentat local Bokassa. Ils ont ordre de confisquer toutes les archives. Quelques documents en réchappent et atterrissent au Canard. C'est ainsi que l'on apprend que Giscard a reçu de Bokassa à plusieurs reprises des plaquettes de diamants de 30 carats d'une valeur estimée entre 500 000 et 1 million de francs. On attend un démenti formel, Giscard louvoie, chipote, ergote. Ça n'était pas du tout, comme on l'a dit, des diamants, c'est-à-dire de grosses pierres ayant une grande valeur et qu'on pouvait garder pour soi ou auquel on pouvait donner je ne sais quelle destination. C'était les produits de la taillerie de Bangui qui sont plutôt utilisables, je dirais, pour la décoration en bijouterie. Il ne se dépêtrera plus de l'affaire des diamants qui compromettra sans doute sa réélection. Bon, l'affaire des diamants, elle va durer dans la presse en gros 18 mois jusqu'à 1981. Et les gens de l'Élysée accusent le Canard d'être manipulé plus ou moins par Chirac, par les gens de Foccart et ses réseaux africains, ou éventuellement même par les Israéliens qui, paraît-il, étaient mécontents de la politique arabe de Giscard. Alors tout ça, c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Alors l'informateur, c'est Maurice Espinasse, qui est décédé, qui était conseiller auprès de Bokassa, envoyé par la coopération française, comme ça se pratique en Afrique, et qui est un type honnête, qui était écœuré du comportement de Bokassa, du comportement de la France avec Bokassa, et qui avait été tout à fait déçu de voir des gens, et pas seulement Giscard, partir de là-bas avec des diamants. Terre de chasse, le Centrafrique est la terre de prédilection de Giscard. C'est là qu'il effectue son premier voyage officiel en Afrique après son entrée à l'Élysée. En 1976, il vient y passer ses vacances avec toute sa famille. Mais vous ne pouvez
pas imaginer ce que Jérémy a cette famille-là, je vous assure. Vous ne pouvez pas imaginer. Jérémy, beaucoup de choses. Vous savez que pendant 10 ans, nous étions des amis intimes. Et c'était même des relations au niveau de parents. Il était 10 ans ami avec moi. Quand il venait 2 fois par an chez moi en Centrafrique, il logeait dans la maison principale du village natal. Et la maison principale était la maison où habitait ma femme. Et quand il arrivait, je faisais évacuer ma femme sur Bangui et je mettais la maison à sa disposition. De son côté, Bokassa a droit à beaucoup de faveurs. La France assure les fins de mois toujours difficiles du Centrafrique, et quand cet ancien adjudant de la coloniale est saisi de la folie des grandeurs, Giscard n'ose pas s'y opposer. Et un beau jour, il a décidé de se faire créer empereur, ce qui a été considéré par le président Giscard d'Estaing comme une catastrophe de première grandeur. Alors, après des péripéties dans lesquelles elle a essayé de trouver des victimes expiatoires pour aller au sacre, vous imaginez, lorsque le président Giscard d'Estaing a sollicité Poniatowski ou Dornano du fait qu'ils avaient des ancêtres comme maréchaux d'Empire, la réponse qu'il a eue, c'est pour ça que moi-même ne voulais absolument pas aller, que j'ai reçu un jeudi matin les motards avec un ordre écrit du président de la République d'avoir été à le représenter, ce qui n'était pas particulièrement drôle. Ce qui était moins drôle aussi, c'était que, si vous voulez, on était obligé de prendre, si vous voulez, les jaquettes. Et mon épouse, qui m'aime beaucoup, avait naturellement fait molletonner ma jaquette en prévision des cérémonies du 11 novembre, de telle sorte que je suis allé avec une jaquette molletonnée au sacre de Bokassa. Je vous laisse à penser le nombre de kilos que j'ai perdu dans la journée. Alors, cette affaire avait des côtés absolument grotesques. Une carrosse de Bokassa, c'était le corbillard de Pont-Sainte-Marie, à côté de Troyes, qu'ils étaient allés acheter et sur lequel, ils avaient mis les choses. Alors, bien évidemment, le Canard enchaîné ne m'a pas loupé le sacre de Bokassa. Et à partir de ce moment-là, j'ai été considéré comme un personnage avec lequel qu'on pouvait largement brocarder, ce qui me faisait beaucoup sourire. Et quelque temps plus tard, Bokassa a été déposé. Alors, on a pioché dans le palais de Béringot, et puis on a ouvert les frigidaires, on a trouvé des cadavres. Bien évidemment, dans notre civilisation occidentale, quand on met quelque chose dans le frigidaire, c'est pour le bouffer. Donc, le Canard enchaîné a conclu, naturellement, que Bokassa mangeait de l'homme. Mais si Bokassa mangeait de l'homme, ceux qui l'invitaient mangeaient de l'homme. Donc, M. Gallet avait mangé de l'homme. Et à partir de ce moment-là, naturellement, on a dit, M. Gallet, il n'a pas mangé de l'homme, il a mangé les enfants de Ngarabga. Et tout le monde, à partir de ce moment-là, me demandait partout quel goût ça a. Et je dois reconnaître que pendant des mois et des mois, le Canard enchaîné m'a présenté avec les os dans les cheveux, en train de touiller dans une grande marmite, etc. Ce qui, naturellement, m'a amusé, et a amusé beaucoup de gens, et que j'ai trouvé, si vous voulez, plein d'humour dans cette affaire. S'il ne mange pas les enfants, Bokassa réprime les manifestations d'écoliers de façon sanglante. Il devient dans sa mégalomanie un danger pour son protecteur, alors on envoie les paras le renverser. Il y a plus grave, à mon avis, c'est l'utilisation d'un service de renseignement pour protéger la réputation du président. Et ça, dans le Monde, ils ont écrit que c'était effectivement un Watergate, j'exagère peut-être, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus grave que l'histoire des cadeaux. Plus, alors, pendant 18 mois, Giscard était très mal à l'aise avec cette question. Il a dit, je rendrai publique la liste des cadeaux avant la fin du septennat. Il ne l'a pas fait, il l'a fait après la fin du septennat. Et tous les cadeaux ne sont pas répertoriés, notamment les tapis précieux que le Shah d'Iran lui avait offerts, et notamment un bélier d'or. J'ai vu le fondeur qui a travaillé à Bagnolet sur ce bélier en or, 10 kilos d'or fin, offert par Houphouët-Boigny, et qui a disparu. À la télévision, au mois de juin de l'année 94, Giscard a tout d'un coup dit qu'il l'avait rendu à Houphouët-Boigny. Je ne mets pas sa parole en doute, mais ça me fait sourire. Parce qu'un cadeau offert par un chef d'État, surtout un vieil homme comme Houphouët-Boigny, est-ce que ça se rend? Les cadeaux, ça ne se rend pas, mais ça peut s'envoyer au musée. C'était à l'époque de De Gaulle leur destination naturelle et immédiate. Je crois que 8 pages par semaine, ça passe très vite. Et que l'actualité court, qu'un numéro peut toujours en cacher un autre, et que finalement, on n'a pas toujours le temps d'aller au fond des choses. Quand on fait la radiographie détaillée, l'échographie, le scanner d'un homme politique, par exemple, comme Pasqua,
Il est évident que si on connaît la carrière de Pasqua, si on connaît son brillant passé de VRP, directeur des ventes assez génial chez Ricard, on comprend beaucoup mieux pourquoi il arrive à vendre à peu près n'importe quoi à n'importe qui, avec le bagou qu'on lui connaît et le talent qu'elle sien. À tout seigneur, tout honneur, c'est Giscard qui inaugurera un nouveau genre au Canard avec la naissance des dossiers. Il y en a eu bien d'autres depuis. Avec Mitterrand à l'Élysée, le Canard aura dû faire face à une situation inédite dans son histoire, un président socialiste au gouvernement pendant 14 ans. Mais le Canard ne s'est pas laissé mettre à la casserole. Il continue à pourchasser ceux qui entraînent derrière eux des casseroles. Les critiques sur la gauche, on les a, sans doute, elles ont été un peu édulcorées au départ parce que la gauche bénéficie d'état de grâce et il faut lui laisser le temps, encore une fois, de s'installer. Le Canard reprend vite son rôle de fou du roi et de garde-fou de la République. Les informations, elles sont là, dans le Canard. On les publie, puisqu'on est les premiers sur Urba, on est les premiers pour déterrer les affaires qui vont faire mal, hein, puisqu'on en est encore là 5-8 ans après. Pour les affaires, il faut bien le reconnaître, la gauche ne fera pas mieux que la droite, mais elle ne fera pas moins bien. Un château délabré, acheté à prix d'or, 2 300 000 francs. Un sommet franco-africain, en décembre 84, financé à hauteur de 22 millions de francs. Une voiture blindée payée rubis sur l'ongle, 1 million de francs. Les seules parties visibles de l'iceberg du scandale politico-financier baptisé Carrefour du développement. Le ministre Nucci et son chef de cabinet, Chalier, abusaient un peu des fausses factures, ces vaches à lait de la République, pour accroître leurs ressources. Les fausses factures, par exemple, de Carrefour du développement, on a été les premiers à les sortir, et ça a fait un boom, y compris les auteurs des fausses factures, qui nous avaient donné, d'ailleurs, les fausses factures, sont allés en tôle. Bon, j'ai pas très bien compris pourquoi ils nous les donnaient, mais ils espéraient sans doute éviter les foudres de la justice. Christian Nucci échappe de peu à la haute cour de justice, il n'échappe pas à l'amnistie. N'en déplaise à certains, je suis innocent. Yves Chalier réussit, lui, à s'échapper jusqu'au Brésil grâce à un vrai faux passeport que lui délivre Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur de la Cohabitation. Ainsi, au scandale de gauche, s'ajoute pour finir un scandale de droite. Un cocktail réussi. Il n'y a encore eu que de brèves allusions dans quelques journaux, notamment l'Express, quand le Canard publie en avril 89 un premier document interne au Centre national de transfusion sanguine. Le document n'est pas repris dans l'immédiat. Un an plus tard, éclate dans toute son horreur l'affaire du sang contaminé. L'affaire Urba, c'est-à-dire l'affaire de la pompe à finances du Parti socialiste, et semble-t-il aussi d'une partie de la campagne présidentielle de Mitterrand en 88, cette affaire, pour nous, elle a commencé de façon très précise et par le petit bout marseillais de la lorgnette. C'est-à-dire qu'on a eu accès à tout l'aspect strictement marseillais du financement du Parti socialiste par les bureaux d'études. On a publié des documents, on a été très vifs et très affirmatifs, et on a vraiment apporté des éléments indiscutables, mais qui ont eu simplement pour résultat de, effectivement, dégommer complètement un personnage important du Parti socialiste de l'époque, qui était M. Peset à Marseille. Mais donc on avait sorti ce petit bout, et petit à petit, l'affaire est devenue une affaire nationale, Urba. Gérard Monat, d'abord, l'ancien chargé de mission auprès de Gaston Defer, l'ex-syndicaliste policier, siège désormais sur le banc des 32 inculpés du dossier. Pour les enquêteurs, le schéma est simple. Urba Technique, l'une des sociétés de Gérard Monat, aurait fait le lien entre des élus du Parti socialiste et la sœur Maheu, la filiale pour le sud-est du numéro 1 du bâtiment français, la SAE. L'entreprise se voyait attribuer les marchés locaux à coup sûr, contre espèces sonnantes et trébuchantes versées à Urba Technique. C'est à ce moment que le Parti socialiste commençait à envisager de faire voter une sorte d'amnistie pour les financements politiques douteux. Une amnistie peut être mal comprise, en tout cas malvenue, et qui a coûté cher au PS. Les sources du Canard, évidemment, c'est une question qui revient souvent. Elles sont les mêmes que celles des autres journalistes, hein, mais on en a un peu plus, ou elles sont différentes.
Et en tout cas, elles sont secrètes par définition, donc on ne peut pas en parler longtemps. On ne peut même pas en parler. Déjà au sommet de la hiérarchie préfectorale sous la 4e République, préfet de police sous De Gaulle, député et ministre sous Pompidou, Maurice Papon achève une carrière éblouissante quand... Un jour, quelqu'un dit à Claude Angéli, Papon a collaboré sous l'occupation. Et j'y crois pas vraiment. J'y crois d'autant moins que Papon s'en cachait pas, parce que dans le Ouzou, effectivement, quand on ouvrait le Ouzou, on voyait le secrétaire général de la préfecture de la Gironde de 1942-1944. Bon. Puis, bêtement, on se dit quand même quelqu'un qui a été préfet de police sous De Gaulle qui était supposé pas rigoler avec la résistance, c'est pas possible qu'il ait été mêlé à ça. L'affaire paraît d'abord incroyable. Le Canard est contacté par quelqu'un qui, à Bordeaux, fait des recherches dans les archives de la préfecture, parce qu'il a été lui-même arrêté et qu'il essaie de reconstituer sa jeunesse. Nicolas Brimaud suit la piste et finit par tomber sur des documents prouvant que Maurice Papon a bien été mêlé étroitement à la déportation de 1860 Juifs de Bordeaux. Inculpé de complicité de crimes contre l'humanité, Papon n'avait toujours pas été jugé 50 ans après les faits. Heureusement, la justice est moins expéditive que pendant l'occupation. Quant à Bousquet, son destin traversera, via le livre de Pierre Péan, le passé de François Mitterrand. Bousquet? Oh, vous savez, les amis de 30 ans et plus, hein? Si j'arrive à trouver une photo de baladure avec Pétain... Mais arrête donc de spéculer. Oh. 24 décembre 1976, un cadavre dans une flaque de sang, celui du prince Jean de Broglie, un grand nom du Gotha et de la politique, député, ancien ministre, ami politique de Giscard, assassiné. 2 jours plus tard, à la télé, le ministre de l'Intérieur Poniatowski, un autre prince, annonce qu'il s'agit d'une banale affaire de droit commun totalement éclaircie. Les assassins sont sous les verrous, du moins les exécutants. 4 ans plus tard, le Canard publie 2 rapports de police datés de bien avant le meurtre et signalant que De Broglie est directement menacé. La police et le ministre de l'Intérieur savaient et n'avaient rien fait pour protéger ce grand personnage, il est vrai, bien encombrant. Qui avait commandité l'assassinat? Je ne me confesserai qu'au pape. Là encore, on ne saura jamais. Quand la gauche arrive au pouvoir, elle refuse de rouvrir le dossier. On parle d'un Watergate à la française. Il se termine en eau de boudin. La police est censée faire respecter la loi et non respecter la loi. Nuance. L'affaire Boulin en 1979, c'est l'histoire d'un ministre qui use de son mauvais génie, qui lui fait cadeau en douce de 2 hectares. La justice ouvre une information. Le Canard enquête et publie un article détaillé. Quelques jours plus tard, Robert Boulin se suicide. Dans l'heure qui suit, dans les radios et les télés, c'est un déchaînement contre le Canard livré aux chiens. De la droite à la gauche, toute la classe politique, tous ceux que le Canard avait épinglés un jour ou l'autre. Aujourd'hui, le Canard enchaîné se défend d'avoir calomnié Robert Boulin et donc d'être peut-être à l'origine de son acte de désespoir. Nous déplorons profondément la mort dramatique du ministre du Travail, mais nous ne l'avons pas calomnié. À aucun moment dans cette affaire, le Canard n'a failli à la déontologie de notre profession. Il n'a enfreint aucune des règles de prudence et d'honnêteté de notre métier. Il a et il accomplira toujours son devoir d'information. Il y a eu un flingage terrible. La danse du scalp a duré pendant 2 jours. Il y a eu des centaines de lettres, des centaines de coups de téléphone, d'injures, de menaces de mort, des alertes à la bombe, etc. contre nous. Les secrétaires étaient à bout de souffle, les journalistes aussi. Ce lynchage médiatique s'arrête net le lendemain. On vient de découvrir des lettres posthumes de Boulin. Elles sont surtout sévères pour ses amis politiques du RPR et pour le garde des Sceaux, Alain Peyrefitte. Et on va très vite comprendre, par des enquêtes d'autres journaux ou des confidences qu'on va recueillir, que Boulin est un homme qui, au contraire de ce qu'on avait cru comprendre, cru voir quand il nous avait reçus la semaine d'avant, est un homme fragilisé. Fragilisé par des problèmes, semble-t-il, d'ordre privé, que nous ignorions totalement. C'est-à-dire que je ne savais pas qu'il avait un certain nombre de soucis qui le taraudaient. Et c'est en grande partie comme ça qu'on a compris que le procès qui nous était fait était un procès encore plus ignoble. C'est-à-dire qu'on
On nous reprochait d'avoir dit une vérité qui était une affaire immobilière, j'allais dire, et de passe-droit plutôt banale. C'était devenu un drame, mais pas à cause de l'histoire elle-même, à mon avis, et fondamentalement, mais à cause de la fragilisation de ce type. Certains feront le rapprochement avec une autre affaire dramatique de l'histoire politique, l'affaire Salengro. Ce ministre du Front populaire qui se suicida en 1936 après une campagne sans merci d'un journal d'extrême droite l'accusant d'avoir déserté pendant la guerre. Mais là, il s'agissait d'une calomnie intégrale. Roger Salengro avait été acquitté avec honneur par un tribunal militaire. Salengro était victime de la haine et du mensonge, comme le clamait l'article de Jean Galtier-Boissière dans Le Canard. Le Canard sera aussi le premier à révéler l'affaire du prêt Bérégovoy, ce prêt qu'il avait eu l'inconséquence d'accepter de Roger Patrice Pelat, un ami très proche du président qui profitait de toutes ses relations, de toutes ses influences pour se livrer à des activités d'affairistes juteuses. Bérégovoy était transparent et honnête, son prêteur l'était moins. Pelat, mort entre-temps, a été inculpé de délit d'initié dans l'affaire Péchinet-Triangle, où se trouve également impliqué un ancien directeur de cabinet de Bérégovoy. Craignant d'être cité comme témoin au procès, Bérégovoy ne devait trouver d'échappatoire à son tourment que dans la mort, au milieu de l'émotion générale. Après le drame, le ministre de la Défense, Léotard, s'en prend violemment dans le monde à un canard enchaîné à son mensonge, dont le fascisme élégant, écrit-il, serait le vrai responsable de ce meurtre. Tout le monde comprend que Léotard cherche à se venger élégamment des informations que le Canard publie chaque semaine sur le financement de sa maison et de son mur de Fréjus. Toutes les explications du monde ne justifieront pas qu'on ait pu livrer aux chiens l'honneur d'un homme et finalement sa vie au prix d'un double manquement de ses accusateurs aux lois fondamentales de notre République, celle qui protège la dignité et la liberté de chacun d'entre nous. L'Élysée fit savoir au Canard qu'il n'était pas compris dans la meute. Là n'était pas la question. Au-delà de ce témoignage à décharge, d'ailleurs superflu, le Canard avait conscience d'avoir, là encore, fait son travail d'information. Ben nous, au moment de l'affaire Bérégovoy, on a eu vraiment, il y a eu les mêmes débats partout. Et nous, on a décidé de prendre la défense du Canard parce qu'il était quand même accusé un peu à l'époque d'en avoir trop dit sur l'affaire du prêt, etc. Et on n'a rien reçu, même pas un journal gratuit, rien. Même pas un pins, pas une affiche, tu vois. Mais on s'est fendu d'un faux spot publicitaire gratuit pour le Canard parce qu'on s'est imaginé l'inverse, c'est-à-dire une France sans le Canard enchaîné. Et je sais pas, ça nous a replongé dans une époque. Ça nous a affolés surtout. Ça nous a affolés. Et on s'est dit, imaginons une France sans Canard enchaîné. Donc c'est-à-dire c'est une France où il n'y aurait pas eu tel ou tel scandale, tel ou tel truc. On s'est dit, mais attends, c'est énorme tout ce qu'ils ont révélé. C'était assez rigolo d'ailleurs de faire ça. C'était assez rigolo. Imaginez une France tranquille, une France sans histoire, une France où Valéry Giscard d'Estaing terminerait tranquillement son 3e mandat. Écoutez, je vous demanderai d'attendre mon retour de Centrafrique pour faire suivre votre dossier. Une France où Patrick Poivre d'Arvor, en pleine forme, dirigerait sans remous la première chaîne. D'accord. Départ Port-de-France, 10h30, arrivée Paris, 22h, oui. Départ Paris, 22h30, arrivée Los Angeles, 4h. Parfait. Une France où le gouvernement Léotard serait au travail. Alors, en ce qui concerne le mur, j'ai choisi de la pierre de taille hongroise. En ce qui concerne la piscine, la mairie finira les joints la semaine prochaine. Très bien. Imaginez Laurent Fabius passant des nuits sans cauchemar, Jacques Chirac passant des vacances sans facture. Bref, imaginez une France sans Canard enchaîné. Le Canard enchaîné. 8 pages de journalisme dans un monde qui pourrait être tranquille. Chaque jour, nous n'avons le droit de regarder que les informations télévisées du jour, et les journaux, les quotidiens du jour, mais pas le Canard enchaîné, parce que ça serait trop précis comme information. Nous, notre déontologie, c'est de ne voir que ce que la majorité des gens regardent, pour pouvoir en faire une caricature. Et une semaine après, on nous laisse le Canard enchaîné, et là, on peut voir si on a eu raison d'avoir cette haine ou cette virulence par rapport à tel ou tel personnage. Cette suspicion, ce doute. Cette suspicion, ce doute. Madame, mademoiselle, monsieur, j'apporte un démenti catégorique. Et j'ajoute, méprisant aux accusations portées contre... c'est quelle affaire aujourd'hui? Une attaque qui a été lancée contre Giscard
et qui est une attaque stupide, mensongère, honteuse et, disons-le, dégueulasse. Celui qui l'a fait, ce n'est pas l'huissier de TF1, ce n'est pas le rédacteur en chef de tel ou tel journal, ce n'est même pas tel ou tel journal de chantage qui a entrepris cela. Une opération de ce style ne se fait qu'avec l'autorisation du président en exercice. Oui, enfin, ça c'est pour dire que le dégueulasse, c'est Mitterrand. Alors l'affaire des avions renifleurs, c'est très simple. C'est un coiffeur italien, un vrai faux baron belge, qui invente une invention absolument géniale qui permet à la fois de détecter les champs pétrolifères, ce qui est le rêve de toutes les compagnies pétrolières, à partir d'un avion, et en plus de détecter les sous-marins nucléaires. Et à 1 milliard de francs le forage, en moyenne, les pétroliers n'aiment pas trouver des puits secs. D'où leur intérêt permanent pour toute méthode qui, de l'extérieur, pourrait leur indiquer si oui ou non le pétrole est encore là, ou si depuis longtemps il a disparu. Tout organisme d'aspect un peu sérieux qui présente des travaux dans ce domaine est en général écouté et aidé, du moins pour les premières expériences. Dans l'affaire des avions renifleurs, ce serait un trucage de ces expériences qui aurait mené les pétroliers aussi loin dans l'erreur et dans les dépenses. Renifleur, nous avons repéré un gisement pétrolier. Et ces deux braves inventeurs arrivent à vendre cette invention totalement bidon au président de la République de l'époque, c'est-à-dire Valéry Giscard d'Estaing, à ce qui se fait de mieux dans la technocratie française, c'est-à-dire un groupe de polytechniciens de l'école des mines, l'élite scientifique française, à la première entreprise française qui allait le faire rap, le tout avec la bénédiction du Premier ministre de l'époque qui est Raymond Barre. À l'époque, André Giraud a mis des mois et des mois avant de convaincre tous ces braves gens qu'ils étaient tombés sur deux escrocs parfaits. Ils ont été très très habiles comme tous les escrocs, c'est-à-dire qu'ils ont joué sur la maladie du secret des X-Mines, et ils leur disaient sans arrêt « Ah oui, mais on ne peut pas vous révéler tout ». Donc ils refusaient de révéler la totalité de leur invention. Donc ils leur ont donné des morceaux, etc. Donc ils ont joué sur l'espèce d'obsession du secret dont tout le monde voulait entourer cette affaire. Ils avaient installé dans le grenier, et les Français avaient installé une cave, un garage, complètement séparé. Avec son coiffeur prestidigitateur italien, son comte belge alchimiste, son avocat barbouze aux relations vaticanes, l'affaire des avions renifleurs est la plus époustouflante de toutes les affaires du septennat de Giscard, la plus corne-cul. Pour camoufler l'escroquerie, Chalandon, le PDG d'Elf, reçoit l'ordre du président de la République de truquer ses comptes. Le Premier ministre, Raymond Barre, lui écrit pour lui détailler la marche à suivre. Alors, pour le premier article, c'est Pierre Péan qui le fait dans le Canard en juin 83, où il révèle qu'il y a eu une escroquerie de 100 milliards de centimes. Et c'est en décembre que l'affaire rebondit vraiment dans le Canard, quand on révèle que le rapport classé secret défense qui racontait l'affaire, le rapport de la Cour des comptes, a été détruit par le premier président de la Cour des comptes, ce qui était unique dans les annales de l'histoire de la Cour des comptes. Alors le plus ahurissant de cette affaire, c'est qu'en 1981, lors de la passation des pouvoirs entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand, le 24 mai, l'usage veut que le président sortant avertisse le président entrant des grands dossiers secrets dont il doit être au courant. Et un des 4 dossiers secrets qui ont été transmis à François Mitterrand par Valéry Giscard d'Estaing, c'était l'affaire des avions renifleurs. Enfin, pas l'affaire, le dossier des avions renifleurs. C'est-à-dire que Valéry Giscard d'Estaing lui a expliqué tout à fait sérieusement que la France était sur le point de bénéficier de l'invention du siècle. Les socialistes au pouvoir créent une commission d'enquête en 1984. Mais quand Giscard est convoqué, son successeur, Mitterrand, bienveillant ou prévoyant de l'avenir, vole à son secours. Il rappelle que le président de la République, sauf cas de haute trahison, est politiquement irresponsable et ne peut être mis en cause. L'enquête, dès lors, s'enlise. Comme quoi Mitterrand n'est pas le gros dégueulasse que le délicat Poniatowski prétendait, mais plutôt le bon samaritain de son prédécesseur. Avocat international, vivant à Istanbul, pétri de culture française et, très tôt, de la lecture du Canard enchaîné. J'habite un pays, et je connais beaucoup d'autres pays, où les gens, de par tradition, spontanément, font du gouvernement ou de l'État une espèce de tabou dont on ne peut pas dire du mal, dont on ne peut pas se moquer, etc. Et cependant, dans d'autres pays, on ne parle pas avec cette liberté, avec cette insolence,
des gens que l'on considère comme dépositaires d'une puissance politique, et que finalement, je répète, les gens ont tendance à devenir redondants, à devenir boursouflés. Le Canard, chaque semaine, m'explique la personne humaine derrière l'événement ou derrière la fonction. Et je vois que finalement, c'est des êtres comme vous et moi, avec les petits calculs, avec les petitesses, avec de temps en temps des grandeurs également, mais finalement, ramènent tout cela à cet ordre-là, à un ordre humain. Je suis arrivé à avoir besoin du Canard, parce que lui remet toutes les horloges à l'heure, tout le temps. J'ai ici un cours de préparation à l'ENA. Et je conseille vivement à mes étudiants de lire Le Canard enchaîné pour se décrasser, si vous voulez, les neurones, pour se libérer de l'esprit de sérieux dans lequel ils ont un petit peu trop tendance à s'empêtrer. Et pour briser cette espèce de palmarès du respect qui oblige à considérer, par exemple, aujourd'hui, comme tout à fait admirable M. Tapie, parce qu'il a 2,5 millions de voix à ses choses. Bientôt présidentiable. C'est un personnage typique de l'époque. Il va de soi que c'est un occupant presque permanent des pages du Canard. Quand tout a échoué, il reste la politique. Aux législatives de 1993, la gauche paie très cher les affaires, les tentatives d'étouffement, l'amnistie. Balladur s'installe avec gravité dans le rôle de grand moralisateur. Un an plus tard, la droite est rattrapée et dépassée au très grand galop par les affaires. Dès février 89, plusieurs années avant que la justice ne s'intéresse à Carignan, Le Canard publie un article sur son financement électoral. Le maire de Grenoble a une réaction puérile. Il fait racheter tous les exemplaires du Canard mis en vente dans le centre-ville. On vous fera grâce des quelques 80 articles publiés sur Jacques Médecin et qui ont contribué à le faire fuir en Uruguay et peut-être à le faire revenir. Il y a des semaines où le Canard ne sait plus où donner de la manchette. Fou du roi et garde-fou de la République, le Canard, qui est de la famille des oies du Capitole, donnera toujours du bec. Il est ennuyeux que dans des périodes historiques, notamment telles que la Première Guerre mondiale, mais aussi on l'a revu dans d'autres périodes, qu'il n'y ait qu'un journal qui soit là, je dirais, pour servir de contrepoids à une presse qui, globalement, a tendance à être suiviste par rapport au pouvoir en place. Ça, je ne suis pas sûr que d'avoir qu'un seul contrepoids dans une presse soit un bon signe de démocratie et un bon signe, je dirais, d'une presse capable d'être contre-pouvoir. Je me demande si le Canard enchaîné ne serait pas plutôt un symptôme négatif de la presse française, de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il est un peu, comme je disais tout à l'heure, le fou du roi, d'une presse qui est souvent un peu trop institutionnelle. Le Canard enchaîné, c'est un mélange de tradition républicaine et de tradition libertaire. Et cette association en fait la fiabilité, en quelque sorte, en fait la qualité. Dans la mesure où le Canard sera toujours suffisamment républicain pour ce qu'il a de libertaire et suffisamment libertaire pour ce qu'il a de républicain. C'est un dosage équilibré. Je ne crois pas que la représentation nationale va se faire dicter son ordre du jour par le Canard enchaîné. 3 heures plus tard, le ministre de l'Intérieur venait s'expliquer sur l'affaire soulevée le matin même par le Canard enchaîné. Vous m'avez demandé d'être entendu par votre Assemblée pour vous apporter des éléments d'information concernant... Dans un souci d'équilibre, nous avions invité quelques-unes des têtes de Turcs favorites du Canard enchaîné à venir dire dans ce film tout le mal qu'elles pensaient peut-être de lui. Aucune n'a cru devoir répondre à cette sincère invitation.